Ara sí que ho podem dir, que estem fent la transmissió de la conferència per streaming, per la web. I que tenim persones que ja ens han vist, inclús de l'Uruguai i de diferents llocs. Per tant, també, a banda de donar-vos la benvinguda a nosaltres, donem la benvinguda a qualsevol persona del món que en aquest moment està en aquest moment o després, perquè això queda gravat, per tant vosaltres també, si voleu recordar alguna cosa o recuperar alguna de les conferències, ho podeu fer. Això ho trobareu a la pàgina del Facebook o a la pàgina del Twitter, a l'adreça del Twitter del grup IREF. Si després voleu preguntar-nos més d'això, ja us ho explicarem. I finalment convidar ara el professor Michel Tozzi. Teniu una nota biogràfica a la carpeta perquè sapigueu una mica més d'ell. Us informem que tindrà una traducció paral·lela, que la traductora és la Carme López, veritat? I que un cop acabada la conferència hi haurà un espai perquè pugueu fer preguntes. Per tant, si voleu us convido a que pugeu. I us deixo amb ells. Il faut que tu appuies. Voilà. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Et je suis très heureux de pouvoir intervenir aujourd'hui parmi vous. Estic molt content d'estar aquí amb vosaltres. Bon dia a tothom. Et je voudrais remercier ceux qui m'ont invité, Carla Carreras et Irène Puig. Vull donar les gràcies a Irene de Puig i a Carla Carreras per haver-me convidat. J'étais déjà venu en 2003 ou 2004, je me suis déjà parlé parmi vous et je suis heureux de me retrouver dans ce magnifique cloître et cette église. Vaig estar amb vosaltres, ja vaig venir el 2003-2004 i ja vaig tenir el plaer de poder estar amb aquest entorn tan agradable i amb tots vosaltres. Voilà, je vais intervenir en deux temps. Combien ai-je de temps avec les questions De quant de temps disposem amb el torn de preguntes? Voldria saber. Perdó? En total? Pour les questions, c'est 20-25 minutes. Et la conférence? Voilà, pour conférencier, c'est entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Et sinon, les questions, c'est 20-25 minutes. D'accord. Merci. Donc j'interviendrai en deux temps. Dans le premier temps sur la didactique de l'apprentissage du philosophé et dans le second temps sur les nouvelles pratiques philosophiques. La meva intervenció constarà de dos temps, de dues parts. La primera serà sobre la didàctica de l'ensenyament de filosofar i la segona sobre l'aplicació d'aquesta didàctica en el món real. Alors première partie, alors je préfère parler de didactique de l'apprentissage du philosophé que de didactique de la philosophie. M'estimo més parlar de didàctica de l'ensenyament de filosofar que no pas didàctica de la filosofia. Alors la didactique de l'apprentissage du philosophé est un courant en France qui essaye de réfléchir sur la façon d'apprendre à philosopher. A França aquesta didàctica és un corrent que intenta trobar la manera d'ensenyar a filosofar als estudiants. Elle ne se place pas essentiellement du point de vue de l'enseignant qui se demande qu'est-ce qu'il va dire et quel va être le contenu de son cours. Sí. No està situada del cantó de l'ensenyant que es dedica només a preguntar-se què haurà de dir, què haurà de transmetre, sinó que també té en compte l'altra part. C'est important, mais le point de vue de la didactique de l'apprentissage du philosophé, c'est de se placer du point de vue des élèves, de ce qu'ils doivent apprendre et de leurs compétences. És a dir, l'altra part seria el punt de vista dels alumnes, del que han d'aprendre i de les seves competències quan hagin acabat.
Alors, il y a en France trois courants dans la didactique de la philosophie. A França hi ha tres corrents de la didàctica de la filosofia, filosofar, perdó. Un courant qui pense que la philosophie s'enseigne et c'est l'intervention magistrale de l'enseignant qui fait apprendre les élèves. La primera corrent seria la dels ensenyants que pensen, els docents que pensen que han de transmetre la filosofia als seus alumnes, que han d'aprendre. Aquesta seria la primera corrent. Un deuxième courant qui pense qu'il faut apprendre à philosopher, mais en s'appuyant essentiellement sur la pensée des philosophes. La segona corrent seria el que pensen que s'ha d'aprendre a filosofar però recolzats en els pensaments dels filòsofs. Et un troisième courant qui pense que tout en s'appuyant sur les philosophes qui sont très importants, ce qui compte c'est surtout les processus de pensée qui sont mis en œuvre par les élèves. La tercera corrent seria aquells que pensen que sí, que efectivament s'han de recolzar sobre els filòsofs, perquè el que és important és com els nens comencen a treballar aquest pensament filosòfic. Alors, depuis les années 1990, j'ai essayé en France d'inaugurer ce troisième courant. Ell a França el que intenta des dels anys 90 és tirar endavant aquest tercer corrent. Et je me suis appuyé sur de nombreuses disciplines extérieures à la philosophie pour essayer de fonder cet apprentissage de philosophie. I s'ha recolzat amb disciplines externes a la filosofia per intentar recolzar aquest tipus d'ensenyament. Les sciences cognitives, la psychologie développementale concernant les enfants et les adolescents. Les ciències cognitives i la psicologia que fa referència dedicada als nens, diguéssim. Les théories de la motivation pour réfléchir sur le désir de philosopher. Les teories per reflexionar sobre el desig de filosofar. Les théories de l'apprentissage pour comprendre les processus de pensée à l'œuvre dans l'apprentissage. Les teories per aprendre en els processos d'aprenentatge de la filosofia. La psychologie sociale et le socioconstructivisme pour comprendre comment on peut philosopher en échangeant avec d'autres. La psicologia social i el socioconstructivisme per aprendre a filosofar amb altres persones. Les sciences du langage pour éclairer les processus linguistiques qui sont à l'œuvre dans la pensée. I les ciències del llenguatge per aclarir els processos del llenguatge quan establim pensaments. Puis je suis allé voir aussi dans les autres didactiques disciplinaires tous les concepts qui avaient été élaborés par ces didactiques pour voir s'ils pouvaient être utiles en didactique de l'apprentissage du philosophie. I a més he anat a buscar altres disciplines, tots els conceptes sobre la didàctica de l'ensenyament per veure si podia trobar alguna cosa que li fos útil a la didàctica de l'ensenyament de filosofar. Il y a eu beaucoup de recherches aussi qui ont été faites ces dernières années en pédagogie. Hi ha moltes investigacions que s'han dut a terme en el món de la pedagogia. Par exemple, l'approche par compétences. Per exemple, l'enfocament per competències. L'évaluation formative. L'avaluació formativa. La différenciation de la pédagogie. La diferenciació de la pedagogia. Et les pédagogies coopératives sur lesquelles je m'appuie beaucoup. I les pedagogies cooperatives a les quals ell se recolza molt sovint. Toutes ces disciplines ne se substituent évidemment pas à la philosophie. Totes aquestes disciplines no substitueixen en absolut la filosofia. Une didactique de l'apprentissage du philosophé doit être philosophique. La didàctica de l'aprenentatge de filosofar ha de ser per força filosòfica. Mais elles sont contributoires à cette didactique. Però totes aquestes disciplines contribueixen a aquesta didàctica. Elles l'enrichissent parce que la philosophie s'y nourrit de son autre, de ce qu'elle n'est pas. L'enriqueixen en certa manera perquè la filosofia agafa coses d'allò que no és, del que no és seu també. Je voudrais développer deux points particulièrement parce qu'ils font discussion en France et pas seulement je pense. Le premier point ce sera l'approche par compétences. Dos temes que vull tractar especialment perquè a França ara estan molt de moda. El primer és l'enfocament per competències. Et le deuxième, c'est l'articulation dans ces pratiques
de l'apprentissage du philosophé, de la philosophie et de la démocratie. I el segon seria l'articulació d'aquest aprenentatge de filosofar, de la democràcia i de la filosofia. Alors d'abord l'approche par compétence. Pel que fa a les competències. Je ne sais pas exactement en Catalogne, mais en France, on pense essentiellement les programmes de philosophie en termes de notions, de contenu et d'auteur. Aquí no sap ben bé com funciona a Catalunya, però a França la cosa funciona per nocions, continguts i autors. L'important, par exemple, pour penser la liberté, c'est de savoir ce qu'en pense Platon, ou Descartes ou Kant, et puis s'en inspirer pour sa propre pensée. A França, per exemple, l'important, si volem parlar de llibertat, és saber el que pensaven Plató, Descartes o Kant i utilitzar-ho per transmetre aquesta idea. La notion de compétence est cependant progressivement, disons, apparue et on la trouve maintenant dans le programme officiel de philosophie. Ara comencem a trobar les nocions aquestes d'enfocament per competències en el programa oficial de filosofia, tot just ara comencem. C'est une approche qui nous semble fondamentale car elle clarifie pour les enseignants d'une part ce qu'ils doivent enseigner et pour les élèves ce qu'ils doivent apprendre. Aquest enfocament per competències li sembla molt important perquè ajuda als docents a saber què és el que han de transmetre i també als alumnes a saber què és el que estan aprenent. En même temps, elle est importante parce qu'elle permet une évaluation aussi de ce qui a été appris. I a més, aquest enfocament per competències també permet poder fer una avaluació del que s'ha après. Cette notion de compétence est très critiquée par un certain nombre de collègues philosophes. Aquesta noció, aquest enfocament està molt criticat per molts filòsofs, per molts col·legues seus. Pour un certain nombre de raisons. D'abord parce que la notion de compétence prend son origine dans le monde professionnel des entreprises. Sí, perquè aquesta noció de competències ve del món empresarial, ja per començar. Ensuite parce que un certain nombre de collègues disent qu'elle dévalorise la notion de connaissance au profit de la notion de savoir-faire. Sí, aquesta noció també desvalua la noció de coneixements a favor del que és saber fer, saber actuar, per tant la desvaloritza una mica. Et c'est une interprétation très rationalisante, behavioriste, objectivante. I és un enfocament molt behaviorista, molt objectivant. Et notamment sous sa forme de la pédagogie par objectif. I té la forma aquesta de pedagogia per objectius. Alors moi-même j'ai été extrêmement critique dans ma thèse en 1992 sur l'approche par objectif. Jo vaig ser molt crítica a la meva tesi que vaig fer a 1992 d'aquest enfocament per objectius. J'ai une approche beaucoup plus cognitiviste de la compétence. Jo tinc un enfocament molt més cognitiu sobre el tema de les competències. J'ai beaucoup évolué aussi sur la façon de concevoir la compétence. I he evolucionat molt amb aquesta manera de concebre el que és les competències. Alors, voilà exactement où j'en suis de ma notion de compétence à l'heure actuelle. Ara us explicaré on em trobo jo a l'enfocament de competències avui per avui. Pour moi, une compétence, c'est la mobilisation d'un certain nombre de ressources externes et internes. Per mi, les competències és una mobilització d'un cert nombre de recursos externs i interns. Alors, dans les ressources externes, évidemment, il y a l'histoire de la philosophie, les doctrines philosophiques. Pel que fa als recursos externs, tenim tota la història de la filosofia, tots els filòsofs. Le cours du professeur. El curs del professor. Tout ce que j'ai pu lire sur la méthodologie, par exemple, de la dissertation en philosophie. Tot el que he anat llegint sobre dissertació filosòfica, etc. Et dans les ressources internes, il y a ma propre expérience. I en els recursos interns hi ha la meva pròpia experiència. Et il y a aussi ma capacité de réfléchir. I la meva capacitat de reflexionar. Cette mobilisation des ressources internes et externes doivent être mobilisées, c'est ça la compétence, une capacité de mobiliser sur des tâches complexes et nouvelles.
Per mi les competències és aquesta capacitat de mobilitzar sobre textos, sobre tarees noves i emprenedores. Par exemple, sur des formes d'écriture philosophique. Per exemple, sobre les maneres d'escriure filosofia. Dans la lecture philosophique elle-même. Et puis dans les discussions philosophiques. I també les discussions filosòfiques, els debats. Alors, en quoi consistent ces compétences en philosophie? Les competències en filosofia, ara veurem quines són. J'en ai trouvé 3 avec un certain nombre de collègues et de manière très empirique. De forma empírica i amb uns col·legues n'hem trobat 3. J'ai réuni une vingtaine de professeurs de philosophie qui étaient correcteurs des épreuves de l'examen terminal de philosophie en France. Vaig reunir-me amb una vintena de professors que s'encarregaven de corregir els exàmens de terminal de filosofia a França. Et je leur ai demandé à la fin de l'année qu'est-ce que vous voudriez que vos élèves sachent faire. I els hi vaig preguntar, al final de l'any, què voleu que els vostres alumnes sàpiguen fer? Et alors qu'ils étaient extrêmement différents dans leurs orientations philosophiques. I tot i que cadascú tenia el seu enfocament filosòfic de manera de donar classes. Alors, il y avait aussi bien des gens qui se réclamaient de Platon, de Kant, de Marx ou de Heidegger. Hi havia gent que era més tendència a Plató, Marx, Heidegger. Ils étaient à peu près tous d'accord sur ce qu'ils demandaient aux élèves à la fin de l'année. Tot i aquestes diferències, quasi bé estaven tots d'acord amb el que els demanaven als alumnes a final d'any. Et c'est ce que nous avons appelé finalement des compétences. I això que estaven d'acord tots a final d'any era el que nosaltres hem anomenat competències. Alors, la première compétence, c'est la capacité de problématiser, c'est-à-dire de se poser un certain nombre de questions. La primera competència és problematitzar, és a dir, plantejar-se un cert nombre de preguntes. De s'interroger sur les présupposés et les conséquences. De poder-se qüestionar sobre les coses pressuposades, que estan pressuposades, i les conseqüències que tenen. Et finalement d'interroger la question elle-même. I de plantejar-se la mateixa pregunta, d'interrogar la mateixa pregunta. Pour dégager son intérêt philosophique. Per trobar l'interès que té filosòfic. C'est pour ça que dans la problématisation, on va trouver l'interrogation, le doute et l'argumentation de son propre doute aussi. A la problematització ja trobarem la interrogació i la manera d'argumentar el propi dubte que tenim. No? La deuxième compétence qui nous semblait essentielle, c'était la conceptualisation. La segona competència que li sembla bàsica és el tema de la conceptualització. La conceptualisation s'appuie essentiellement sur une analyse du langage. La conceptualització es recolza sobre l'anàlisi del llenguatge. Parce que dans les mots, il y a des idées générales et abstraites. Sí, perquè dintre d'una paraula trobem idees generals i abstractes. Mais ces mots sont assez vagues. Et en philosophie, on va essayer de leur donner un sens précis, notamment en les définissant les uns par rapport aux autres. Que les paraules normalment solen ser molt vagues, i intentem en filosofia donar-los un sentit que quedi clar de la diferència entre una paraula i l'altra. Dans toutes les questions que nous nous posons, il y a des notions. Par exemple, l'amour est-il une illusion ? Per exemple, en totes les preguntes que ens plantegem hi ha una noció. Per exemple, l'amor és una il·lusió? On ne peut pas réfléchir à la question l'amour est une illusion si on n'a pas réfléchi sur ce que c'est que l'amour et sur ce que c'est qu'une illusion. No es pot reflexionar si l'amor és una il·lusió si no tenim clar la noció d'amor i la noció d'il·lusió. Par exemple, si on confond l'état amoureux et puis un amour beaucoup plus durable, beaucoup plus construit, beaucoup plus à base de projets dans l'avenir. Per exemple, si confonem l'estar enamorat amb el fet d'estar amb una persona que estimes, ja no anem bé. Hem de tenir clar que són coses diferents. De la même façon, si on confond l'illusion et l'erreur, on n'aura pas la même conception de savoir si l'amour est une illusion ou pas. Si també confonem les nocions d'il·lusió i d'error, evidentment tampoc podrem saber si l'amor és una il·lusió o no és pas una il·lusió. Parce que si je me trompe, je ferai en sorte de ne plus me tromper. Perquè si m'equivoco, m'intentaré de no tornar-me a equivocar. Tandis que si c'est une illusion, je retomberai toujours dans l'illusion. I si és una il·lusió, doncs tornaré a caure en la il·lusió.
Donc vous voyez finalement donc, la nécessité qu'il y a en philosophie de définir les notions, c'est-à-dire les mots, les idées générales et abstraites. Per tant, veieu que és molt necessari en filosofia de definir les nocions de les paraules reals i abstractes. Donc on va toujours essayer finalement de donner un sens précis aux mots, de savoir de quoi on parle. Per tant, intentarem sempre donar sentits molt precisos a les paraules per saber de què estem parlant. Et c'est ça conceptualiser. I això seria conceptualitzar, que seria. Et ça peut se faire, si vous voulez, donc avec en France les élèves de classe terminale qui ont 18 ans, mais ça peut aussi se faire avec des enfants qui sont très jeunes. I conceptualitzar es pot fer amb els, a França ho fem amb els alumnes de terminal, que seria batxiller, l'últim any de batxiller aquí, que són alumnes de 18 anys, però també es pot fer amb alumnes petits a l'escola primària. Par exemple, avec des enfants de 5-6 ans, on peut essayer de réfléchir sur la différence qu'il y a entre un ami et un copain. Per exemple, amb els nens de 5 i 6 anys es pot treballar la diferència que hi ha entre un amic i... Un camarade. Un camarada, un bon amic i un conegut, un camarada, un company. Ou alors entre un ami et un amoureux. O un amic i un que estàs enamorat d'ell, una amigueta i una de la que estàs enamorada. Il y a à la fois des choses qui se ressemblent et des choses qui sont différentes. Hi ha coses que s'assemblen i hi ha coses que són diferents. Et on va effectivement donc réfléchir sur ce qui est différent et puis ensuite sur ce qui se ressemble. Et ce qui se ressemble, ce sont les attributs, les caractéristiques du concept. Clar, i primer treballem el que és diferent i després el que és semblant. I el que és semblant, llavors treballem les característiques que fan aquesta noció. Donc voilà l'importance finalement, disons, de conceptualiser, c'est de savoir ce dont on parle quand on essaye de réfléchir. Exacte. Per tant, aquí la importància de la conceptualització, que és saber de què estem parlant quan estem parlant. Et la troisième compétence, c'est la compétence d'argumentation, c'est-à-dire d'essayer de valider rationnellement ce que l'on dit. I la tercera competència seria l'argumentació, és a dir, validar el que estem dient. Ou bien de valider les objections que l'on fait à quelqu'un quand on n'est pas d'accord. O també validar les objeccions que li fem a aquell amb el que estem parlant i no hi estem d'acord. Donc 3 compétences, problematiser, conceptualiser, argumenter. Per tant, resumint, 3 competències, problematitzar, conceptualitzar i argumentar. Ces 3 compétences sont extrêmement liées dans l'unité et le mouvement d'une pensée. Aquestes 3 competències estan molt relacionades amb el moviment d'un pensament, o sigui, amb l'evolució d'un pensament. Par ailleurs, pour que cette pensée soit aussi philosophique, il faut qu'elle soit personnellement habitée, c'est-à-dire dans un certain rapport au sens et à la vérité. I perquè sigui filosòfic aquest pensament ha d'estar lligat a lo que tu personalment penses i lligat també a la veritat. Alors souvent on me dit, mais problématiser, conceptualiser, argumenter, on le fait dans bien d'autres disciplines que la philosophie. I molt sovint em diuen que aquestes 3 competències, problematitzar, conceptualitzar i argumentar, també s'utilitzen en altres disciplines. Mais il y a une façon particulière en philosophie de conceptualiser. Però en filosofia es conceptualitza d'una manera diferent. Contrairement, par exemple, à d'autres disciplines. No és la mateixa manera de fer-ho en filosofia que en altres disciplines. Par exemple, si on prend l'argumentation. Per exemple, l'argumentació. Quand on est un publicitaire ou un homme politique, disons, l'argumentation, on va essayer absolument de persuader la personne. Per exemple, si treballem en publicitat o en política, els teus arguments són per convèncer l'altra persona. On va s'adresser à ses émotions. Ens dirigim a les seves emocions, ou à son inconscient. Al seu inconscient. Alors qu'en philosophie, on va essayer essentiellement de travailler avec sa raison. Mentre que en filosofia, l'argumentació treballa només amb la teva raó, amb el teu raonament. Alors évidemment, en sciences aussi, on travaille avec la raison. Sí, en ciències també es treballa amb el raonament. Mais la façon de faire la preuve n'est pas la même en philosophie et en sciences. Però la manera d'argumentar no és la mateixa en filosofia que en ciències. Par exemple, en mathématiques, on va essayer de faire des démonstrations. En physique, on fera des expérimentations, des observations. En matemàtiques fem demostracions, en física fem experiments, és diferent la manera d'argumentar. Alors qu'en philosophie, on a finalement que le langage quelque part pour pouvoir argumenter. Mentre que en filosofia només disposem de les paraules, del llenguatge per poder argumentar. Et donc il va falloir utiliser une certaine logique en s'appuyant sur le raisonnement, mais par le langage. Per tant, necessitem de trobar una certa lògica per poder
fer el raonament recolzant-nos en les paraules, en el llenguatge. Donc les compétences dont je viens de parler sont des compétences qui sont spécifiquement philosophiques et articulées de manière spécifique entre elles. Exacte, aquestes competències són específicament filosòfiques i estan articulades entre elles, aquestes tres competències. Dans le mouvement et l'unité d'une pensée. Dintre del moviment limitat d'un pensament, evidentment. Il ne faut pas prendre ces compétences comme des opérations de pensée qui seraient découpées entre elles. No són operacions de pensament que estan tallats entre si, sinó que van tots en una sèrie. Elles sont extrêmement liées, étroitement liées. Estan superrelacionades totes. Et en même temps, elles sont articulées de manière originale. I a més estan articulades de forma original. Donc cette approche par compétence, pour terminer sur ce point, me semble absolument fondamentale car elle va donner un point d'appui à la fois aux enseignants pour savoir ce qu'il faut faire apprendre aux élèves et aux élèves parce que ça leur donne des repères pour savoir ce qu'ils doivent apprendre. Per tant, per acabar amb aquest enfocament de competències, trobo que és molt important perquè dona unes eines al docent per poder saber què és el que està transmetent als seus alumnes i també dona unes eines als alumnes per saber què és el que han d'aprendre del seu docent. Alors, ces compétences, on va les trouver dans les trois tâches fondamentales en philosophie. Aquestes competències les tornem a trobar en les tres tasques fonamentals de la filosofia. L'écriture philosophique, c'est-à-dire savoir rédiger des textes en utilisant sa raison. L'escriptura filosòfica, és a dir, saber redactar textos utilitzant el raonament. La lecture philosophique, c'est-à-dire essayer de voir, disons, dans un texte de philosophe, comment il problématise, conceptualise et argumente. La lectura filosòfica, és a dir, saber, llegint un text, com el filòsof està argumentant i defenent la seva idea. Et dans la discussion philosophique, puisque précisément on va mettre en œuvre dans les échanges ces trois processus de pensée. I també la discussió filosòfica, perquè aquí és on utilitzarem aquests tres procediments del raonament. Donc finalement on a trois compétences philosophiques appliquées à trois tâches spécifiquement philosophiques. Tenim, per resumir, tenim tres competències que s'adapten a aquestes tres maneres de filosofar. Je vais maintenant développer un autre point à partir de la discussion philosophique. Ara entrarem en un altre punt que és a partir de la discussió filosòfica. Et particulièrement à ce que j'appelle la DVDP, c'est-à-dire la discussion à visée démocratique et philosophique. En francès en diu DVDP, que correspon a la discussió democràtica i filosòfica. Visée la V seria orientada a temes democràtics i filosofia democràtica, diguéssim. DVDP. Je vais particulièrement insister sur ce point. Insistiré sobre aquest punt. Parce que d'une part, traditionnellement, on parle beaucoup plus en philosophie d'écriture ou de lecture. Perquè tradicionalment es parla més en filosofia dels temes d'escriptura filosòfica i de lectura filosòfica. Et pas tellement de discussion. I no tant de discussió filosòfica. Et deuxièmement, parce que la discussion philosophique I després perquè la discussió filosòfica est dominante à l'heure actuelle dans les nouvelles pratiques philosophiques. És més important actualment en les pràctiques filosòfiques. Ara comença a dominar la discussió. Que ce soit à l'école avec les enfants et les adolescents. Ja sigui a l'escola amb nens o adolescents. Ou que ce soit dans la cité, par exemple dans ce qu'on appelle les cafés philo ou les banquets philo. O a la ciutat, per exemple, en els cafès philo, que a França existeixen, que són cafès on es parla de filosofia, o café philo i després em sembla que... Banquet philo. Banquier? Banquet philo. Banquet philo. On mange. Ah, vale, d'acord, els banquets, els menjars de filosofia, perdó. Comme chez Platon. Exacte, com feia Plató al banquet de Plató. Exacte. Alors, le dispositif de discussion donc, que j'ai mis au point comporte deux éléments. El dispositiu que ell treballa en filosofia comporta dos elements.
Le premier, c'est ce que je viens d'expliquer sur les différentes compétences. El primer és aquest que acabem de veure de les competències, les diferents competències. Il y a un certain nombre d'exigences intellectuelles qui sont portées par le maître et qui accompagnent la discussion. Hi ha unes exigències intel·lectuals que són les que aporta el docent per acompanyar la discussió. Le maître est vigilant sur la production par les élèves d'un certain nombre de processus de pensée. El mestre el que fa, el docent, vigilar el procés de pensament dels alumnes, com va evolucionant. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la définition de notions. Per exemple, la definició de nocions, que és el que hem vist abans. L'élaboration de concepts en extension et en compréhension. Com elaboren els conceptes amb extensió i comprensió. Le fait de donner des exemples, des contre-exemples. Donar exemples i contraexemples. De construire des attributs. Construir atributs. Et notamment, et de faire aussi des distinctions conceptuelles. De fer les distincions conceptuals. Ça, c'est tout ce qui concerne la conceptualisation. Això seria tot el que fa referència a la conceptualització. Se questionner sur ses opinions et sur celles d'autrui. Qüestionar-se sobre les teves opinions i sobre la dels altres. Sur les préjugés. Els prejudicis. Et puis ensuite, faire des hypothèses de réponse aux questions qu'on se pose. I després fer hipòtesis de resposta a les qüestions que nosaltres ens plantegem. Les argumenter. Argumentar-les. Et dire pourquoi on n'est pas d'accord quand on n'est pas d'accord. I dir per què no estem d'acord quan no ho estem. Donc ça, ce sont les compétences, les exigences intellectuelles, les compétences à développer dans la discussion. Això serien les competències que hem de desenvolupar dins la discussió. Le deuxième élément donc, de ce dispositif porte sur son caractère démocratique. El segon element d'aquest dispositiu es basa en el caràcter democràtic. Je suis très inspiré par les pédagogies coopératives, ce qu'on appelle encore la pédagogie institutionnelle. Està molt interessat en les cooperatives, amb les... les metodologies cooperatives que ara es diuen, que també es diuen metodologies institucionals. Ce qui est important, c'est de répartir un certain nombre de fonctions entre les élèves. El que és important és repartir un cert nombre de funcions entre els alumnes. Alors, il y aura, par exemple, un président de séance, élève. Un alumne que farà de president de la sessió. Qui donne la parole à ses camarades. Que és el que donarà paraules, el torn de paraules als seus companys. Avec un certain nombre de règles. Amb unes regles. Alors, première règle, on lève la main pour participer. La primera regla és que s'ha d'aixecar el braç per poder participar, demanar la paraula. Deuxième règle, le président de séance inscrit les élèves dans l'ordre où ils ont demandé la parole. El president, a més, també haurà d'anar apuntant el torn de paraules a l'ordre que van aixecant el braç. Troisième règle, on donne en priorité la parole aux élèves qui ne se sont pas encore exprimés ou qui se sont moins exprimés que d'autres. També donarem prioritat a aquells alumnes que no han parlat gaire o que han parlat menys que els altres. Quatrième règle, au bout d'un certain temps dans la discussion, on essaye on tend la perche, on donne la parole à ceux qui ne se sont pas encore du tout exprimés pour savoir s'ils veulent dire quelque chose. Al cap d'una estona de discussió, el que fa el docent és tirar un enllaç a aquell que no ha parlat per veure si el pot motivar i que entri a la discussió. Et dernière règle très importante, le droit de se taire. I l'última regla molt important és el dret a estar callat. Et il y a des élèves qui se mettent à parler parce qu'ils ont le droit de se taire. Hi ha alumnes que parlen perquè tenen dret a estar callats. Et quand on tend la perche au muet, les statistiques que j'ai faites montrent que 2 fois sur 3, la perche est prise. I quan li tirem un enllaç a aquell que està callat, l'experiència li demostra que quasi sempre aquell és el que acaba parlant més. C'est pour ça que le dispositif est très démocratique parce qu'il vise à ce que le maximum d'élèves puissent s'exprimer. Per tant, és un dispositiu molt democràtic perquè la intenció que té és que quasi tots els alumnes hi participin, la majoria fer que tots hi participin. Et ce qu'on peut demander à ceux qui ne parlent pas du tout, c'est d'écrire leur propre pensée puis de la lire ou de la faire lire par un camarade. I també el que podem fer a aquells que no parlen perquè tenen vergonya o el que sigui és demanar-los que escriguin el seu pensament o raonament i que després el llegeixin als seus camarades. Un deuxième rôle ou une deuxième fonction, c'est reformulateur. La segona funció seria la de reformular. Un reformulateur, c'est un élève qui ne participe pas au débat. Aquest paper, aquest rol el faria un alumne que no participi a la discussió, al debat, mais qui va redire ce qu'un élève vient de dire. Però que s'encarrega de tornar a dir, de repetir el que un alumne ha dit. Quand on est reformulateur, on développe 3 types de compétences. Quan ets reformulador,
quan fas aquesta funció, desenvolupes 3 competències. On apprend à écouter. Primer, aprens a escoltar. C'est très important parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui disent « moi je ne fais pas de discussion dans ma classe ». És important aquest punt perquè tinc molts companys, molts col·legues que diuen jo no faig aquest tipus de discussions a classe perquè els alumnes no escolten. Alors que c'est précisément parce qu'ils ne s'écoutent pas que l'école doit leur apprendre à s'écouter. Exacte, i justament perquè no s'escolten, el que ha de fer l'escola és ensenyar-los a aprendre a escoltar. Donc, première compétence, apprendre à écouter. Per tant, la primera competència seria ensenyar-los a aprendre a escoltar. Mais ce n'est pas parce que j'écoute quelqu'un que je comprends ce qu'il dit. Exacte, però el fet d'escoltar algú no vol dir que entengui el que diu. Donc, la deuxième compétence, c'est de comprendre ce que j'ai entendu. Per tant, la segona competència és la d'entendre el que acabo d'escoltar. La troisième compétence, c'est d'être capable de redire, de reformuler ce que j'ai compris de ce que j'ai entendu. I la tercera competència és ser capaç de reformular el que acabo d'entendre o el que acabo d'escoltar. Donc finalement, la fonction de reformulation est extrêmement importante parce qu'elle nous permet véritablement de comprendre autrui, c'est-à-dire de se mettre à sa place, de se placer de son point de vue. Aquesta funció, com podeu veure, és molt important perquè ens permet, reformulant, entendre el que ha dit l'altre i posar-nos a la seva pell. Un reformulateur, c'est quelqu'un qui est capable d'écouter, de comprendre autrui, de se placer à la place de l'autre. Per tant, el que reformula és una persona capaç d'escoltar, de repartir, d'entendre el que ha escoltat i de posar-se a la pell de l'altre per saber el que pensa. Et c'est absolument indispensable pour apprendre à discuter et pour apprendre à discuter intellectuellement. I això és molt important per aprendre a discutir, a debatre i sobretot a debatre intel·lectualment. La troisième fonction, c'est une fonction de synthétiseur, de président de séance, de secrétaire de séance. La tercera funció és la del secretari de sessió, que és la de sintetitzador. Le secrétaire de séance ne participe pas du tout à la discussion. Aquest no participa en absolut a la discussió. Comme le reformulateur, il essaye d'écouter et il essaye de comprendre ce qu'il a entendu. El que fa és igual que el reformulador, és a dir, intenta escoltar i intenta entendre el que ha escoltat. Mais en plus de cela, il note. Però a més pren notes aquest. C'est très difficile. És molt difícil. Parce qu'en même temps qu'on est en train d'écouter, il faut écrire ce qui a déjà été dit avant. Perquè al mateix temps que estàs escoltant has d'estar escrivint el que s'ha dit abans, és que és molt difícil. Donc un synthétiseur, c'est quelqu'un qui est complètement en surcharge cognitive. Un chercheur? Il fait trop de choses à la fois. El sintetitzador, de fet, és una persona que fa moltes coses alhora. Plus les enfants apprendront à faire des synthèses jeunes, plus ils deviendront compétents. Quan més aviat comencin a aprendre síntesis els nens, més seran competents de grans. Alors, le reformulateur, je l'introduis en grande section de maternelle, c'est-à-dire avec des élèves de 5 ans. El reformulador, aquesta figura del reformulador, jo ja començo a treballar-hi amb nens de 5 anys a primària, a maternitat. Pour être synthétiseur, secrétaire de séance, il faut savoir écrire. Donc à partir de 7 ans. Per la imatge, la figura del sintetitzador, com que s'ha de saber escriure, aquesta imatge la introdueixo amb nens de 7 anys, la començo a treballar. Une autre fonction, c'est la fonction d'observateur. I després tenim l'altra funció, que és la funció de l'observador. Un observateur non plus ne participe pas à la discussion. Aquest tampoc participa al debat. C'est quelqu'un qui va observer ce qui se passe et écouter ce qui se dit. Aquest és el que escolta i observa el que passa. Je commence à mettre des observateurs à partir de l'âge de 9 ou 10 ans. Introdueixo aquesta figura amb nens de 9 i 10 anys. On peut être observateur soit des différentes fonctions, soit des processus intellectuels. Pot ser observador de diferents funcions o també dels procediments intel·lectuals. Par exemple, je peux être observateur du président de séance. C'est très important si la prochaine fois, je suis président de séance. Per exemple, jo puc observar el president de la sessió i això és molt important si la propera debat jo seré el president de la sessió. Parce que je commence à me familiariser avec une fonction que je ne connais pas et donc il faut que je commence à la voir de l'extérieur. Exacte. Començo a familiaritzar-me amb aquesta funció veient-la des de l'exterior. Même chose si j'observe le reformulateur ou le synthétiseur. El mateix si estic observant el sintetitzador o el reformulador. Donc par l'observation d'un certain nombre de fonctions, je me prépare à exercer ces fonctions. Per tant, observant aquestes funcions m'estic preparant per desenvolupar jo mateix aquestes funcions.
On peut aussi observer les processus intellectuels qui sont à l'œuvre dans le groupe. També podem observar els processos intel·lectuals que van desenvolupant-se en el grup. C'est extrêmement difficile. I això és molt difícil. Et il faut que les élèves aient des soutiens écrits pour les aider dans cette tâche. Això els alumnes han de tenir alguna cosa per escriure per poder-los ajudar amb aquesta tarea, amb aquesta tasca. Parce qu'on entend un certain nombre de choses, mais on ne comprend pas forcément quels sont les processus de pensée qui sont à l'œuvre dans ce qui se dit. Sí, perquè estem entenent unes coses, però no veiem quin és el procediment de reflexió que s'ha fet per arribar a aquestes coses que estem sentint. Par exemple, supposons qu'on réfléchisse sur la notion d'amitié. Per exemple, si estem reflexionant, estem parlant de la noció d'amistat. On va essayer de la définir. Mirem de definir-la. Donc l'observateur sur le processus de conceptualisation va essayer d'observer comment on définit la notion d'amitié. Per tant, el rol de l'observador és mirar com el grup intenta definir la noció d'amistat. Par exemple, chaque fois qu'il y a une définition qui est donnée, il va la noter. Per exemple, cada vegada que surt una definició del grup, la nota, l'apunta. Chaque fois qu'il y a une distinction qui est faite entre deux notions, il va la noter. Quan hi ha una diferència entre una noció que hi hagi sortit, intenta també apuntar-la. Par exemple, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, pour définir l'amitié, eh bien, il va noter par exemple les moments où on dit amitié, ami, camarade ou ami, amoureux. Per exemple, en el concepte d'amistat intentarà apuntar les diferències que hi ha, per exemple, entre l'amic, company, i l'amic que t'estimes, diguéssim. Enamorat és una mica fort, però seria l'amic aquell que és més amic teu, no? Et chaque fois qu'on essayera de définir le mot ami, il notera l'attribut. I cada vegada que es parli de la paraula, que surti la paraula amic, intentarà apuntar el qualificatiu que l'acompanya. Par exemple, on a plusieurs camarades, mais on a un ou deux amis. Per exemple, tenim molts companys, però només tenim un o dos amics. Ça veut dire que l'amitié, c'est quelque chose qui est choisi. La qual cosa vol dir que l'amistat és una cosa que triem. L'amitié, on se dispute par exemple avec ses camarades et puis après c'est plus ses camarades. Sí, quan t'enfades amb un company, després ja no és el teu company i ja està. Par contre, on peut se disputer avec un ami, mais ça reste quand même un ami. Clar, però després, quan t'enfades amb un amic, aquest continua sent després el teu amic. Et on va progressivement définir les principaux attributs de l'amitié. I així anirem definint els atributs que li anem posant a la paraula amistat. Par exemple, un ami, c'est un camarade que j'ai choisi. Per exemple, un amic és un company que he escollit. Avec lequel j'ai une certaine proximité que j'aime beaucoup. Que l'estimo molt i amb el que tinc una certa relació de proximitat. Et une dispute ne suffit pas pour nous séparer. I una discussió no ens separarà pas. Et donc ça va durer un certain temps. Per tant, serà una amistat duradera. Donc on arrive comme ça, petit à petit, à définir la notion, disons, d'amitié. I així, a poc anem fent la noció, anem definint la noció d'amistat. Alors l'observateur de la conceptualisation, c'est quelqu'un qui va noter toutes les distinctions conceptuelles et toutes les caractéristiques de la définition du concept. Per tant, l'observador el que fa és apuntar tots els conceptes que van sortir i totes les característiques que fan relació a aquest concepte. Voilà, c'est pour donner des exemples, même chose pour la problématisation, donc l'argumentation. Això serien un exemple, és el mateix per l'argumentació, etc. L'enseignant qui anime la discussion a un rôle qui est extrêmement important. El docent, que és el que anima la discussió, té un rol molt important. Parce qu'il a à sa disposition un certain nombre d'outils. Perquè té moltes eines a la seva disposició. Pour que, d'une part, ces exigences intellectuelles, les compétences dont j'ai parlé, disons, se développent. Perquè les competències que hem parlat abans s'arribin a desenvolupar. Et puis ensuite, pour que la discussion avance, progresse. I perquè la discussió vagi avançant, progressi. Par exemple, il peut poser des questions à l'ensemble du groupe ou à un élève en particulier. Per exemple, el que pot fer és fer preguntes al conjunt o bé dirigides a un alumne en particular. J'utilise beaucoup, par exemple, la reformulation. Jo faig servir molt sovint la reformulació. La reformulation est très importante parce qu'elle montre à un élève qu'il a été entendu et compris. La reformulació és important perquè li demostra a l'alumne que ha estat entès i els seus companys l'han entès.
elle introduit un peu de lenteur, disons, dans la discussion, une respiration, disons, dans les échanges. A més, introdueix un ralentí a la discussió entre els intercanvis que hi ha. Elle clarifie un petit peu donc ce qui a été dit. Aclara una mica el que s'ha dit. Et je retiens toujours dans ce qui a été dit par un élève uniquement ce qui est en rapport avec la question qui a été posée. I l'únic que faig, l'únic que em quedo del que ha dit l'alumne és el que està relacionat amb la discussió que es planteja. Ça, c'est un des éléments pour pouvoir progresser, disons, dans les échanges collectifs. Això és per poder anar progressant els intercanvis col·lectius. Une chose aussi qui est très importante de la part de l'animateur, c'est de ne jamais juger ce qui a été dit. Una cosa que és molt important per part de l'animador és no jutjar mai el que s'ha dit. Et d'autre part, de ne pas dire son propre point de vue. I tampoc de dir el seu punt de vista. C'est un point qui est très important pour moi, parce que dans le fonctionnement scolaire traditionnel, les élèves sont dans le désir de penser du maître. Sí, això és molt important per ell perquè abans en l'ensenyament tradicional l'alumne el que volia era captar el pensament del docent. Alors que là, il faut que les élèves soient dans leur propre désir de penser. Mentre que ara el que volem és que l'alumne estigui en el seu propi desig d'elaborar un pensament. Pour que les élèves soient dans leur propre désir de penser, il faut ni qu'ils puissent être en désaccord avec le maître, ni qu'ils puissent faire alliance avec lui. Clar, perquè puguin pensar per ells mateixos, han de poder estar o en desacord amb el professor o pensar per ells, o les dues coses, ni una cosa ni l'altra. Par contre, moi je vais intervenir sur les exigences intellectuelles. I el que fa el docent és intervenir sobre les directrius intel·lectuals. Par exemple, je dirais, pourquoi tu dis cela? Per exemple, li pregunto per què has dit això. C'est une intervention très légère, mais qui est une exigence d'argumentation. És una intervenció discreta, però que reclama una justificació de la seva intervenció. Je regarde l'heure. Dernier point peut-être sur cette partie-là, c'est l'intérêt citoyen de la discussion à visée philosophique. L'últim punt serà l'interès de la ciutadania amb el que fa referència a la discussió d'enfocament filosòfic. De développer la philosophie avec les enfants a une portée politique. Desenvolupar la filosofia amb nens té un enfocament polític. Il s'agit de développer une éducation à une citoyenneté réflexive. Es tracta de començar a donar-li al nen que el dia de demà estigui un ciutadà amb idees reflexives. Un citoyen qui est capable non seulement d'exercer son droit d'expression, mais aussi son devoir d'argumentation. Sí, es farà d'ell un ciutadà que sigui capaç d'expressar la seva reflexió i a més argumentar-la, saber argumentar-la. Qui est capable finalement de ne pas être influencé par la publicité ou la propagande, mais qui développe un esprit critique. Que serà capaç de desenvolupar un esperit crític davant de la publicitat o la propaganda, etc., que tindrà les seves idees. Alors c'est un point délicat parce que philosophie et démocratie ne sont pas toujours allés de pair dans l'histoire de la philosophie. És un punt delicat perquè filosofia i democràcia no sempre han anat conjuntament en tota la història de la filosofia. Platon était un aristocrate. Plató, per exemple, era un aristòcrata. Aristote admettait l'esclavage. Aristòtel estava a favor de l'esclavitud. Hobbes était partisan d'un régime extrêmement fort pour qu'il y ait une coexistence pacifique. Hobbes era partidari de règims molt forts perquè pugui haver-hi una coexistència pacífica entre la gent. Hegel admirait Napoléon chevauchant l'ensemble de l'Europe. Hegel admirava Napoléon com si fos el seu ídol. Et Heidegger s'était inscrit au parti nazi. I Heidegger formava part del partit nazi. Et je pourrais multiplier les exemples. I podria anar dient molts exemples. Donc le fait qu'il y ait une conjonction entre philosophie et démocratie n'est pas si évident. Sí, per tant no és tan evident que hi hagi una bona relació entre filosofia i democràcia, no és tan evident. Alors évidemment, il y a le précédent de la démocratie grecque au 5e siècle avant Jésus-Christ. Sí, tenim els antecedents de la filosofia dels 5 segles abans de Crist, que era molt democràtica. Pour la première fois, on croyait quelqu'un sur sa parole et non pas parce qu'il était le représentant d'un dieu ou parce qu'il était le plus fort. Llavors els filòsofs els creien pel que deien, no pas perquè fossin representants de ningú, ni de Déu, ni de res. Mais il ne faut pas oublier que dans la démocratie grecque, il y avait des esclaves et que les femmes restaient à la maison. Sí, però no ens hem d'oblidar que la democràcia grega també tenia esclaus i que les dones es quedaven a casa.
Donc c'était une démocratie relative. Era una democràcia una mica especial. Par contre, au XVIIIe siècle, avec les philosophes du XVIIIe siècle, ce qu'on appelait l'idéologie des Lumières, là il y a eu une autre conception de la démocratie plus large. Per contra, al segle XVIII, amb el segle de les llums, vam tenir una idea de la democràcia una mica més àmplia. Et là, il a pu y avoir une conjonction, finalement, entre, par exemple, chez Rousseau ou chez Montesquieu ou chez Diderot, une conjonction entre philosophie et démocratie. En aquest moment va començar a haver-hi una relació entre filosofia i democràcia amb filòsofs com Rousseau, Montesquieu, Diderot, tots aquests. Et c'est ce que nous allons essayer de faire dans la philosophie, notamment avec les enfants et avec les adolescents, c'est-à-dire de conjuguer philosophie et démocratie. I això és el que intentarem amb els nens i els adolescents, de conjugar filosofia i democràcia. Et c'est ce que nous essayons de faire dans la philosophie dans la cité à l'heure actuelle avec le développement donc des cafés philo, notamment en France. El que estem intentant a França, d'ajuntar filosofia i democràcia en els cafès philo, això que s'està portant a terme ara. Donc c'est intéressant de mettre la philosophie en perspective démocratique et la démocratie en perspective philosophique. Per tant, el que intentem fer és posar la filosofia en perspectiva democràtica i la democràcia en perspectiva filosòfica. C'est la raison pour laquelle, dans le dispositif dont j'ai parlé, il y a une visée philosophique, mais il y a aussi une visée démocratique. Per tant, també en aquests dispositius que us parlava hi ha un enfocament democràtic i també filosòfic. Donc la discussion à visée philosophique, c'est une discussion démocratique avec des exigences intellectuelles. La discussió a orientació amb enfocament filosòfic hi ha unes directrius democràtiques. Et je considère moi l'école comme un espace public scolaire où doit se développer une éducation à la citoyenneté réflexive. I el que considero és que l'escola ha de ser un espai on s'eduqui el nen a ser un ciutadà reflexiu. Alors je n'ai plus beaucoup de temps pour terminer, disons, sur ce point. Je dirais simplement l'intérêt de s'appuyer d'une part sur la littérature de jeunesse et d'autre part sur les mythes. Sí, no ens queda gaire temps per parlar en aquest punt, però dic que és important que ens recolzem sobre la literatura de joventut i sobre els mites per desenvolupar aquesta conjunció entre democràcia i filosofia. Deux mots simplement, si vous voulez, sur les mythes. Dues paraules només sobre els mites. Beaucoup de mes collègues philosophes, moi j'ai été professeur de philosophie pendant 28 ans, me reprochaient de faire de la philosophie sans les philosophes. Molts dels meus col·legues, jo vaig ser professor durant 28 anys, em reprotxaven que jo fes filosofia sense parlar de filòsofes. Alors je leur ai dit, chiche, on va faire de la philosophie, on va faire Platon avec des enfants de 5 ans. Va dir, bueno, doncs d'acord, farem Plató amb nens de 5 anys. Alors comment alors nous sommes partis d'abord des mythes de Platon. Els mites de Plató. Vam sortir a partir d'aquí. Nous avons traduit de manière simple, 10-15 lignes si vous voulez, les principaux mythes de Platon. Vam fer un resum amb 10 o 15 línies dels mites principals de Plató. Alors le mythe de la caverne, le mythe de l'amour, el mite de la caverna, le mythe de la gelée, etc. Tous les mythes de l'amor, etc. Tots els mites que surten a la Et filosofia de Plató. Pendant 3 ans, avec une dizaine d'instituteurs, nous avons expérimenté ces mythes de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 15 ans. I durant uns quants anys vam estar experimentant amb aquests mites amb nens des dels 5 anys fins als 15. Alors le mythe est très intéressant parce que c'est une histoire et les enfants aiment bien qu'on leur raconte des histoires. El mite és molt interessant perquè és una història, de fet, és un conte. I als nens els agrada molt que els expliquin contes. Mais c'est une histoire qui a une signification anthropologique très forte. Però és un conte que té un significat antropològic molt fort, molt potent. Et ce n'est pas un hasard si les philosophes, comme Platon, ont choisi des mythes pour essayer d'exprimer leurs pensées. Sí, i no és per casualitat que el Plató ha utilitzat uns mites per explicar els seus pensaments, no és una casualitat. Alors la méthode est la suivante, on essaye d'abord on lit le mythe et on demande aux élèves de le raconter eux-mêmes, parce que s'ils savent raconter le mythe, c'est qu'ils en ont compris le sens littéral. Primer el que fem era llegir el mite i després li demanaven a l'alumne que l'expliqués. I el fet d'explicar-lo veiem si l'havia entès o no, i amb ell li anava molt bé també. Puis une fois donc ils ont compris l'histoire, on se demande ce qu'elle veut dire. Un cop que han entès la història, llavors treballem sobre què vol dir aquesta història. On passe d'un débat simplement interprétatif à une discussion à visée philosophique. Llavors passem d'un debat d'interpretació únicament a un debat amb caire filosòfic.
Par exemple, dans l'anneau de Gigès, qu'on trouve dans la République de Platon. Per exemple, en l'anell de Figes, que trobem a la República de Plató, on se pose la question de la relation qu'il y a entre le pouvoir et le bien. Es planteja la relació entre el poder i el bé. Alors pour les enfants, c'est assez facile à comprendre puisque c'est le Seigneur des Anneaux, si vous voulez, pour eux. Pels nens és molt fàcil d'entendre perquè representa la història del Senyor dels Anells. On a un anneau qui est magique et lorsque je le tourne, je deviens invisible. Tenim un anell que és màgic i quan li donem la volta em torno invisible. Donc je suis tout puissant. O sigui que soc poderós. Plus personne ne me voit. Ja ningú em veu. Je n'ai plus le jugement d'autrui. Ja ningú em pot jutjar. Et on sait ce que fait Gigès. Il séduit la reine. C'est un berger. Il séduit la reine, il tue le roi et il devient roi lui-même. I sabem el que fa Giges, que sedueix a la reina, mata el rei i esdevé ell mateix el rei. Et donc la question donc, qui est posée, c'est que lorsqu'on est tout puissant, est-ce qu'on est condamné à faire le mal ou est-ce qu'on peut être tout puissant en faisant quand même du bien? I la pregunta que sorgeix d'aquest debat és que si quan ets poderós estàs obligat a ser dolent, malvat, o si sent poderós pots fer el bé també. Voilà comment, à partir d'une histoire très simple qui est un peu merveilleuse, puisque c'est très intéressant, donc Gigès trouve cet anneau dans une caverne avec un géant qui est tout nu et qui a un anneau au doigt, donc on est complètement dans le fantastique. Sí, o sigui, això és un exemple de com a partir d'una història, quan Gigès troba l'anell a dintre d'una caverna amb un gegant, etc., una història fantàstica de fer. Donc on a réussi à motiver un petit peu donc les enfants, à les intéresser. Sí, amb això el que hem aconseguit és motivar una mica i interessar els alumnes. Et à partir de là, on essaye de voir ce que veut dire l'histoire. I a partir d'aquí treballem el sentit d'aquesta història. Alors très souvent, par exemple, j'arrête l'histoire et je leur demande et vous maintenant, si vous étiez Gigès, qu'est-ce que vous feriez avec votre anneau? El que faig a la classe és aturar aquí la conversa i preguntar-li, i tu, si fossis Gigès, què faries amb aquest anell? Et là, ils vont développer des idées, des scénarios extrêmement différents, disons, d'histoire. Et on va discuter après pour savoir si on est d'accord ou pas avec la façon de continuer l'histoire. I aquí cadascú desenvolupa el seu escenari, la seva imaginació, i després a partir d'aquí continuem discutint a veure quin és el que... Et on sortira ensuite, en réfléchissant sur ces différents scénarios, ce que ça veut dire en matière de rapport du pouvoir au bien. I amb aquests escenaris el que farem reflexionar per saber, per trobar una relació del poder i del bé. Voilà. Je vois l'heure, je n'ai pas le temps de faire la deuxième partie. Veig l'hora, em sembla que no tinc temps de fer la segona part. Simplement ce que je dirais alors, c'est que se sont développés ces 20 dernières années. L'únic que diré és que durant aquests 20 anys hem desenvolupat un certain nombre de nouvelles pratiques philosophiques très intéressantes. Noves pràctiques filosòfiques molt interessants. C'est tout ce qui concerne la philosophie avec les enfants et les adolescents à l'école, dont je viens de parler. Sobretot el que acabem de veure amb els nens i els adolescents a l'escola. Mais c'est aussi de nombreuses pratiques philosophiques dans la cité. Però també moltes pràctiques filosòfiques a la ciutat. Qui essayent de mettre en place ce que voulait Diderot, rendre la philosophie populaire. Que intenta implantar el que deia Diderot de fer que la filosofia sigui popular. Par exemple, en France, il y a énormément de cafés philosophiques. Per exemple, a França hi ha molts cafès filosòfics. J'anime un café philosophique depuis une quinzaine d'années à Narbonne. A Narbona jo estic justament com a animador d'un d'aquests cafès filosòfics. Et des banquets aussi philosophiques, un peu comme le banquet de Platon, où on se réunit pour manger et puis où on discute philosophiquement en mangeant. També fem banquets, fem menjars, on discutim de filosofia mentre anem menjant, com es feia en Plató. J'ai encore organisé dimanche dernier ce qu'on appelle une rando philo, où on se promène, si vous voulez, pendant 2-3 heures, seul, à 2 ou à 3. També el diumenge passat justament vaig organitzar una passejada filosòfica, que anem 2 o 3 parlant de filosofia. C'était sur l'indignation. Sur l'indignation. El diumenge passat era sobre la indignació. Alors, parfois on lit des textes, A vegades llegim textos. Parfois on marche seul en réfléchissant. A vegades només caminem sols però reflexionant amb els textos aquests. Parfois on marche à 2, parfois on marche à 3.
A vegades som 2, a vegades som 3. À un moment donné, donc, on s'arrête, on réunit l'ensemble du groupe et on fait le point sur tout ce que les gens ont réfléchi tout seuls ou avec d'autres. Llavors anem caminant i de cop i volta ens aturem i el que fem és posar en comú el que ha pensat cadascú de nosaltres. Nous reprenons ainsi la tradition péripatéticienne des philosophes de l'Antiquité. I amb això fem la reflexió peripatètica que es feia amb els filòsofs de l'antiguitat. Voilà. Alors il y a aussi, simplement pour les mentionner, la consultation philosophique. També la consulta filosòfica, per mencionar un altre tema. Alors la consultation philosophique est peu développée en France, mais elle est assez développée dans les pays de l'Europe du Nord et en Amérique du Sud. Això es fa molt a Amèrica del Sud i als països del nord, aquesta figura. Alors ce n'est pas du tout du coaching ou de la consultation thérapeutique. No té res a veure amb la consulta terapèutica ni amb el coaching. Mais quelqu'un arrive avec un problème personnel qu'il veut poser. Una persona arriba a la consulta amb un problema personal que vol parlar. Et on va essayer de travailler avec elle sur ce problème personnel, mais avec les outils de la philosophie. I el que fem és intentar treballar amb ella, amb el seu problema, però amb les eines que ens dona la filosofia. C'est-à-dire sans nier la question de l'inconscient ou de l'affectivité. Sí, a part el problema de l'inconscient i de l'afectivitat. Mais en travaillant essentiellement avec la raison et avec précisément ces processus dont j'ai parlé de problématisation, de conceptualisation et d'argumentation. Però el que fem és treballar justament el raonament amb aquests processos de conceptualització, argumentació que hem vist abans. Ce qui se développe beaucoup aussi, c'est la philosophie dans les entreprises. I un altre tema que també està molt de moda ara és la filosofia a les empreses. Alors c'est très étonnant parce que la philosophie c'est le monde de la rentabilité, de l'efficacité, alors que la philosophie c'est le monde de la réflexion et de la gratuité. És una mica estrany perquè clar, les empreses és el món de rendible, que tot sigui ràpid, etc. i la filosofia sembla que sigui tot el contrari. Et pourtant, un certain nombre de responsables, d'entreprises, d'associations demandent à des philosophes maintenant, disons, d'intervenir. I ara a França molts responsables d'empreses ens truquen perquè puguem intervenir. Pour réfléchir par exemple sur ce que c'est que le travail. Per parlar per exemple de temes com què és el treball. Sur ce que c'est que les responsabilités sociales ou environnementales de l'entreprise. Que són les responsabilitats socials i del medi ambient de l'empresa. Ce que c'est que de travailler collectivement. Què és el fet de treballar en grup, en equip. Voilà, j'aurais pu aussi parler du cinéphilo. També podria parlar del cinéphilo. C'est-à-dire la façon dont on peut utiliser le cinéma au service de la philosophie. Com es pot utilitzar el cinema al servei de la filosofia. Le théâtre philo, c'est-à-dire comment on peut utiliser le théâtre pour faire de la philosophie. Com es pot utilitzar també el teatre per fer filosofia. Ou la BD philo, c'est-à-dire la façon dont la bande dessinée permet à l'heure actuelle, disons, d'être un support pour la réflexion. O els dibuixos animats que també són un suport per poder reflexionar en filosofia. Comme je n'ai pas le temps. Com no tinc temps. Alors, vous pouvez aller, mais alors évidemment pour ceux qui parlent le français, donc sur mon site. Sí, peut-être que parleu francès podeu mirar la meva web. Je vais le faire circuler, je le ferai circuler peut-être, ou je le mettrai à la fin. Al final us ho donaré. Alors, c'est sur les papiers. C'est sur le papier. Oui, d'accord. Ho tenen els papers. Okay. Je suis rédacteur en chef d'une revue Diotim sur laquelle vous allez trouver quantité d'articles donc sur la question à l'école et dans la cité. Soc el jefe de redacció d'una revista que fa molts articles on podreu trobar les reflexions que es fan de filosofia a la ciutat. Elle s'appelle Diotim. Es diu Diotim. Il y a aussi mon site personnel filotosi.com. I tinc el meu web personal que es diu filotosi.com. Il y est dessus? Està també? Ah, ben sí? D'accord. Okay. Et puis le dernier ouvrage sur les nouvelles pratiques philosophiques qui essaye de faire la synthèse de toutes ces nouvelles pratiques philosophiques depuis 25 ans. I l'últim llibre que intenta fer la síntesi de totes aquestes pràctiques de filosofia d'aquests 25 últims anys. Voilà, això és tot. Combien de temps nous disposons? Em sembla que heu dit 25 minuts. 20-25 minuts de preguntes. Sí? Hi ha una qüestió là-bas. Et elle voulait vous remercier. No t'he sentit, perdona. Sí. Oui, étant donné que vous n'avez pas pu finir avec votre conférence, elle va vous inviter nouvellement.
Ah, d'accord. Gràcies. Gràcies. Sí, sí. Sí. I volia preguntar, per aquesta manera que tenen a França, molt sovint, que parlen de la discussió a la manera filosòfica, la discussió a la que sé filosofia. La meva pregunta seria, no significaria si en diguéssim diàleg? Si en diéssim? Diàleg. És que discussió en francès no és discussió com aquí, de barallar-nos, és debat. Sí, elle se demande si, en France, comme vous dites, quand vous conceptualisez, vous avez parlé de conceptualisation, quand vous parlez de discussion à la visée philosophique, ce ne serait pas plus simple de parler de dialogue au lieu de discussion à la visée philosophique? Alors, il y a plusieurs... Matthew Lingman parle effectivement, disons, de dialogue et pas de discussion. Lingman parla effectivament de diàleg i no pas de discussió. Il y a plusieurs mots que l'on peut, effectivement, que l'on peut choisir et dont on peut discuter. Hi ha diverses paraules de les que podem triar i fins i tot discutir. Alors, personnellement, pourquoi je n'ai pas pris le mot dialogue, qui est un mot qui est très intéressant? Personalment us explicaré per què no he agafat la paraula diàleg, que de fet és una paraula molt interessant. Parce que j'aime bien l'origine latine du mot discussion. Le mot discussion vient du latin discussio, qui veut dire secousse. Discussió. Perquè li agrada, ell es queda amb la paraula discussió perquè ve de la paraula latina que vol dir discusso, que vol dir sacudir-se, sacsejar-se. Per això, sacudir, exacte, empaitar. I per això li agrada més aquesta paraula per seva arrel latina. Mais on pourrait aussi dire dialogue. Par contre, ce qui me semble très important, c'est discussion à visée philosophique. Sí, diu que també podem diàleg, però el que sí que li sembla molt important és afegir aquestes dues paraules amb caire o amb enfocament o de manera filosòfica. Quand je commence à discuter avec des enfants ou des adultes, je ne sais jamais si la discussion sera philosophique. Quan comences a parlar amb nens, quan començo a parlar amb nens o amb adults, no sé mai si la discussió acabarà sent filosòfica o no. Tout simplement parce qu'il ne suffit pas de parler pour penser. Sí, simplement perquè no es tracta només de parlar per pensar. Je peux parler en me contredisant, je peux parler pour ne rien dire. Sí, puc parlar contradient-me, puc parlar fins i tot per no dir res. Je ne peux pas penser en me contredisant, tout au moins dans la philosophie occidentale. Per contra, no puc pensar contradient-me, almenys amb el que fa respecte a la filosofia occidental. Il y a des exigences de la pensée qu'il n'y a pas dans la parole. Hi ha exigències en el pensament que no tenim a la paraula després. Donc une discussion qui est un ensemble de paroles va devenir philosophique si et seulement si il y a des exigences intellectuelles. Sí, per tant, una discussió considerarem que és filosòfica si i només si té exigències intel·lectuals. C'est la raison pour laquelle je dis discussion à visée philosophique. Per això Il faut qu'elle ait une visée philosophique. Per això dic que és una discussió amb caire filosòfic o amb enfocament filosòfic, perquè ha de tenir aquesta exigència intel·lectual al darrere. Et ce sont les exigences philosophiques qui font cette visée. I són aquestes exigències les que fan aquesta orientació filosòfica. Una pregunta? Sí? No, hauràs de cridar perquè estic una mica... Elle va vous poser une question. Oui. Je crois qu'on attend le micro là. Ah non. Moltes gràcies per la seva magnífica conferència. Quan em sentia parlar de competències en filosofia, o bé ara quan has publicitat què és el que fa la discussió que sigui filosòfica, he tingut la impressió que els puntals, els peus forts, tenen una dimensió, són una dimensió per vostè, que podria dir crítica del pensament. D'abord, elle vous remercie pour votre intervention qu'elle trouve très intéressante. Et après, elle dit, en vous entendant parler des compétences et sur tout ce qui fait qu'une chose soit philosophique ou pas, elle a l'impression que vos points forts sont basés sur la critique, sur une pensée critique. Sí, entès com a capacitat de qüestionar, de fer preguntes acurades. Comme une capacité de réfléchir, de poser des questions très bien déterminées, etc. Pourquoi finalement
Est-ce que c'est une objection? Voilà. No, no, c'est pas une objection. És a dir, hi ha altres disciplines on la conceptualització, l'argumentació i la problematització són igualment importants. Encara tinc la pregunta de què és el que es faria d'aquestes competències tenir una dimensió filosòfica, donat que també a ciències podem trobar aquestes tres dimensions, o donat que, per exemple, en el llenguatge legal o jurídic també és molt important conceptualitzar, argumentar, preguntar, és a dir, què fa d'un pensament crític ser filosòfic? Perquè no tot pensament crític és filosòfic. Aquesta és la síntesi. Aquesta seria la síntesi, d'accord. Étant donné que dans toutes les disciplines on trouve les argumentations, on problématise, on conceptualise et puis après on argumente, qu'est-ce qui fait que dans d'autres disciplines, comme par exemple le droit, etc., ne se donne pas une pensée philosophique. On ne trouve pas une pensée philosophique. Qu'est-ce qui fait que la pensée soit philosophique, même si on trouve ce genre de raisonnement dans d'autres disciplines? Oui. Si? C'est une question difficile. C'est una pregunta difícil. Les sciences humaines, par exemple, essayent de développer la philosophie, l'esprit critique. Per exemple, les ciències humanes intenten la sociologie, l'histoire, l'économie, l'anthropologie, etc. Sociologia, història, antropologia, tot això intenta desenvolupar l'esprit crític. À tel point que, par exemple, dans un pays comme le Canada, la partie anglophone pense que l'esprit critique peut être développé par les humanities, c'est-à-dire les sciences humaines, et le Québec, partie française, pense que l'esprit critique peut être développé par la philosophie. Vale. Diu, per exemple, que això a tal punt és així les ciències humanes que, per exemple, a Canadà, la part anglòfona pensa que l'esperit crític es pot desenvolupar d'una manera i al Quebec d'una altra. Al Quebec seria més la manera filosòfica de plantejar els problemes. La difficulté que vous posez, c'est de savoir exactement ce que c'est que la philosophie. El que planteges és saber exactament què és la filosofia. Il y a autant de philosophes que de conceptions de la philosophie. I hi ha tants filòsofs com concepcions filosòfiques. Les compétences dont j'ai parlé, elles ont été déterminées de manière très anglo-saxonne, empiriquement. Les competències que jo us he parlat les he desenvolupat de manera anglosaxona, és a dir, empíricament. Ce sont des correcteurs du baccalauréat français, des professeurs de philosophie qui corrigeaient les dissertations à l'examen, qui étaient d'accord pour dire que c'est ce qu'ils attendaient des élèves. Eren aquelles 25 professors que us he dit abans, correctors de les proves finals de terminal del batxiller francès, que estaven junts per decidir què era la filosofia, el concepte. Ils avaient des conceptions philosophiques extrêmement différentes, mais ils étaient tous d'accord sur les compétences didactiques à développer. I tots tenien els seus conceptes filosòfics, cadascú tenia la seva opinió filosòfica, però tots estaven d'acord amb les competències que s'hi havien de desenvolupar, les que s'havien d'adquirir. Mais si je vais aller au fond de votre question, je dirais que dans les sciences humaines, et moi j'étais pendant 12 ans professeur en sciences de l'éducation. Durant 12 anys he estat professor a les ciències d'educació. Dans les sciences humaines, il y a des méthodologies particulières. Par exemple, en sociologie, on va avoir le questionnaire, on va avoir, par exemple, l'entretien. Per exemple, en sociologia, les ciències humanes, cadascú té el seu, cada maestrillo tiene su librillo. En sociologia, per exemple, utilitzen molt els qüestionaris. En psychologie, par exemple, on va avoir des tests. Psicologia fa servir els tests. En histoire, on va faire une étude de documents et étudier, faire la critique interne ou la critique externe des documents. En història el que es fa és la crítica interna i externa dels documents. Donc si vous rentrez progressivement dans l'épistémologie spécifique à chacune des disciplines, si entres de manera concreta a l'epistemologia de cada una de les disciplines,
vous remarquerez que chaque science a déterminé un champ dans lequel il a sa méthodologie propre. Veureu que cada una d'aquestes disciplines ha determinat la seva metodologia pròpia, ha desenvolupat la seva metodologia. Et donc la façon d'argumenter, par exemple, qu'on va utiliser, par exemple, en sociologie statistique ou en sociologie électorale, ce sera l'utilisation et la manipulation des statistiques. Donc on va argumenter par des statistiques. Per exemple, el que es fa, per exemple, en sociologia, han fet una metodologia d'estadístiques que serveix per argumentar plantejaments. Llavors ells utilitzen aquesta manera per competència, diguéssim. Autre exemple, en économétrie, on va essayer de voir si les phénomènes économiques qui se passent sont conformes ou pas à des modèles abstraits mathématiques que l'on a déterminés. Per exemple, en econometria el que es fa és mirar si els fenòmens que estan passant corresponen amb models que tenien ja establerts. Donc pour répondre exactement à votre question, il faudrait qu'on réunisse un groupe interdisciplinaire et qu'on voit à la fois la spécificité des méthodologies dans chacune des disciplines et ce qu'il pourrait y avoir de transversal. Llavors, per respondre a la seva pregunta, hauríem d'agafar un grup de persones de diferents disciplines i veure com han fet la seva metodologia i quins punts en comú tenim per poder fer una cosa philosophique amb tots. Donc pour terminer sur ce point, il y a de l'esprit critique à la fois dans la philosophie, dans les sciences humaines, mais aussi dans les autres sciences, les sciences dures. Mais il faudrait voir de près qu'est-ce qu'on entend par esprit critique. Moi, ce que je dis, c'est que l'esprit critique, il va dépendre des méthodologies spécifiques à chaque champ épistémologique. Hi ha esperit crític a totes les ciències, a la filosofia, a ciències humanes, a tot, però el que hauríem de plantejar-nos és cada metodologia a què correspon l'esperit crític, dintre de què entenen per esperit crític cadascuna d'aquestes disciplines. Gràcies. Moltes gràcies a Michel Tozzi per la conferència que ens ha fet. Jo tindria dues preguntes. La primera, com a docent, quina és la seva estratègia quan en el marc del diàleg filosòfic es topa amb les creences dels alumnes? Quina estratègia utilitza en aquestes circumstàncies? Il a deux questions. La première, c'est dans le cadre, quelle est votre stratégie quand vos pensées philosophiques s'opposent aux idées qu'ont les élèves. Seria això? Sí? Les creences. Aux croyances, aux idées préconçues des élèves, aux croyances. I la segona? I la segona pregunta seria, hem parlat molt de l'esperit crític, jo voldria preguntar-li si ell creu que la creativitat també es pot desenvolupar a través de la filosofia. On a parlé beaucoup de l'esprit critique et il demande si vous croyez que la créativité peut aussi se développer à travers la philosophie. Gracias. Sur la première question, nous avons tous des croyances et ces croyances sont des préjugés, c'est-à-dire des affirmations que nous avons à des questions que nous ne nous sommes même pas posées. Diu que tots tenim creences i són normalment prejudicis davant de qüestions que ni tan sols ens hem plantejat. Elles viennent la plupart du temps de notre éducation familiale, de notre milieu, et nous en sommes imprégnés sans même nous en apercevoir. Sí, normalment venen de creences de tot el mitjà de la família, del nostre mitjà que ens envolta, i molt sovint ni tan sols ens les hem plantejades. Donc la première chose qui est importante, c'est de réfléchir sur quelles sont la source de mes idées. C'est-à-dire d'où viennent mes idées, comment ça se fait que je crois ce que je crois historiquement, c'est-à-dire qui me l'a dit, quoi, qui me l'a dit. Per tant, el que és important és que ens plantegem el que creiem, d'on surt, qui ens ho ha dit i per què ens ho hem cregut. Ça, c'est une première piste, faire réfléchir sur la source de mes idées, parce qu'on s'apercevra à ce moment-là que c'est la famille, les copains ou les médias. Per tant, l'estratègia és fer pensar al nen quina és la font de les seves idees, si són els amics, la família, l'entorn, però que ell sàpiga d'on venen les seves idees, quines són les fonts. Et là, la question à se poser, c'est est-ce que véritablement mes parents ont toujours raison? Est-ce que mes camarades ont toujours raison? Est-ce que les médias disent toujours la vérité? I això els portarà a plantejar-se si els seus pares tenen sempre raó, si els seus amics tenen sempre raó, si els mitjans de comunicació diuen la veritat, tot això li farà replantejar-s'ho. Donc en jetant une suspicion
sur l'origine de mes idées, je jette une suspicion, un doute sur mes idées elles-mêmes. Llavors, si tinc sospites sobre l'origen de les meves idees, també puc tenir sospites sobre la veritat d'aquestes idees. La deuxième source de nos préjugés, c'est notre expérience personnelle. La segona font, el segon origen dels nostres prejudicis és la nostra experiència personal. Par exemple, si vous êtes dans un état amoureux, jamais vous ne croirez que l'amour est une illusion. Si, per exemple, si estàs enamorat, mai pensaràs que l'amor és una il·lusió. C'est mon expérience qui fait preuve. Perquè la meva experiència em dona fe. Or, mon expérience, elle est extrêmement limitée, elle est contingente, c'est l'expérience de quelqu'un, c'est une toute petite chose, mon expérience. L'expériència d'algú és una cosa molt petita, és molt contingent. Et on ne va pouvoir sortir de ses opinions que si, comme dit Kant, on élargit son expérience. I només podrem sortir dels nostres raonaments, dels nostres pensaments, que, com diu Kant, sinó fent-ho com diu Kant, obrint una mica la nostra perspectiva. Et c'est l'intérêt, par exemple, avec les enfants ou avec les adolescents, de faire confronter les expériences entre elles, parce qu'on n'a pas vécu exactement les mêmes choses. I això, l'interès que té entre els nens és enfrontar les seves experiències, perquè com que no han viscut les mateixes experiències, posar-les una davant de l'altra es va molt bé. Donc, l'expérience contradictoire à la mienne que quelqu'un a vécue, c'est un contre-exemple par rapport à ce que je crois. Per exemple, una experiència d'un que ha viscut una cosa contràriament a la que he viscut jo és una eina per contrarrestar o per tenir un altre exemple de com es pot viure una experiència. Troisième chose, si ce que je crois que c'est vrai, il faut que je dise pourquoi. El tercer punt és que si el que crec ho crec perquè em sembla que és veritat, haig de ser capaç de dir per què. Si je ne suis pas capable de dire pourquoi je crois ce que je crois, c'est une opinion qui n'est pas très fondée. Si no sóc capaç de dir per què crec el que crec, resulta que és una opinió que no té fundament tampoc. Il faut donc que je puisse prouver à quelqu'un d'autre que ce que je dis est vrai. Per tant, haig de poder demostrar a l'altre que el que jo dic és cert. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, il va falloir que je lui prouve pourquoi ce qu'il dit est faux. I si no, hi ha algú que no estigui d'acord amb mi, haig de ser capaç de demostrar-li que el que ell diu és fals, no és cert. Et s'il me fait une objection à ce que je crois, il faut que je puisse répondre à son objection. I si em fa una objecció, jo haig de ser capaç de contestar aquesta objecció. Donc finalement, il y a trois possibilités de lutter contre les opinions. Jeter le doute sur leur origine. Per tant, tenim tres maneres estratègiques de controlar això. Un seria aixecar un dubte. La deuxième, c'est d'élargir son expérience. La segona manera seria ampliar l'experiència. Et la troisième, c'est d'utiliser sa raison pour savoir si ce qu'on dit est vrai et pour répondre aux objections qu'on nous fait. I la tercera és utilitzar el nostre raonament per saber que el que estem dient és cert o per contrarrestar les idees dels altres. Alors, sur votre deuxième question... La segona pregunta... L'élaboration de ma didactique de l'apprentissage du philosophé a été très rationaliste. Sí, el raonament de l'aprenentatge per filosofar ha estat sempre molt realista. Et c'est vrai que, de par ma formation philosophique et par aussi le modèle dominant de l'enseignement philosophique français, nous sommes dans une tradition très rationaliste. Molt racionalista. A França, o sigui, tota la trajectòria de l'ensenyament filosòfic ha estat sempre molt racionalista, basat en la raó. Et c'est vrai que c'est la philosophie pour les enfants m'a montré que l'approche de la philosophie uniquement par la raison pouvait avoir un certain nombre de limites. I treballant amb nens m'he adonat que si l'enfocament de la filosofia era només per raonaments, això tenia molts límits. Et la deuxième chose qui m'a fait évoluer, c'est le fait d'avoir beaucoup travaillé avec les professeurs de morale belges qui ont montré que la raison n'a pas eu raison de la barbarie chez les nazis. I això ho he après treballant amb professors de moral belgues que m'han ensenyat que la raó no va tenir raó de ser en tota la barbàrie dels nazis, per exemple. Ce qui fait qu'actuellement, je crois que, et c'est l'intérêt de raconter, de partir des histoires des enfants, c'est qu'elles ancrent l'éveil de la pensée réflexive dans la sensibilité et l'imagination. Per això treballar amb nens ens fa que podem ancorar-nos en l'essència de la part creativa i de la reflexió i de la imaginació, treballant amb nens. Bé, si us sembla, farem l'última aportació, l'última pregunta que hi havia aquí davant i després passarem a esmorzar allà fora. Val?
La dernière question, après on ira à petit déjeuner. Gràcies. Jo volia preguntar-li sobre la relació del llenguatge i el pensament, que és importantíssim. Em fa la sensació que a França això ho tenen molt més treballat que nosaltres. Personalment, a mi em sembla que tenim alumnes amb moltes dificultats d'expressió, de ser capaços de defensar les seves idees i de parlar en públic. I voldria saber, si és possible, a grans trets, com s'ho fan a França. Elle a l'impression que chez nous, en Espagne, l'approche que vous avez entre langage et pensée en France, elle est beaucoup plus évoluée que chez nous. Et ici en Espagne, on se trouve avec des enfants qui ont des difficultés d'expression, de faire ses idées. Comment vous faites, vous, en France, pour être en plus à l'avance que chez nous? Comment vous avez travaillé la relation langage-pensée? La relation entre le langage et la pensée est absolument fondamentale dans le développement de l'enfant. Il y a un co-développement du langage et de la pensée. És fonamental. En el nen hi ha un desenvolupament que va junt entre el llenguatge i pensament. On croit ordinairement que pour pouvoir penser, il faut d'abord développer un langage assez sophistiqué. Tenim la idea de que per poder pensar s'ha de tenir un llenguatge una mica sofisticat. C'est une conception qui est assez dangereuse parce qu'elle aurait pour conséquence que les enfants qui ont un langage qui n'est pas très développé ne pourraient pas penser et donc ne pourraient pas apprendre à philosopher. I això és perillós perquè la idea seria que els nens que no tenen un pensament molt acurat no podrien establir idees ni filosòfiques ni res. És un pensament perillós aquest. C'est pourquoi il faut répondre sur le fond au problème de est-ce qu'on peut réfléchir même si on n'a pas un langage très sophistiqué. Per tant, ens hem de plantejar si podem reflexionar tot i no tenint un llenguatge molt sofisticat. Et c'est la psychologie développementale qui aujourd'hui peut nous aider sur ce point. I aquí la psicologia desenvolupamental és la que ens pot ajudar en aquest punt. En fait, les psychologues cognitivistes soutiennent à l'heure actuelle qu'il y a un co-développement du langage et de la pensée chez l'enfant. Els psicòlegs cognitius són els que defensen que hi ha una relació molt estreta entre el llenguatge i pensament, justament. Par exemple, un philosophe et linguiste français, linguiste et philosophe comme Francis Jacques en France, soutient que le langage est d'essence argumentative. Hi ha un filòsof a França que es diu Francis Jacques i que manté que el pensament té una imatge, que son idée, la pensée... que le langage est d'essence argumentative. Exacte, que el llenguatge té una essència argumentativa. L'enfant, quand il a faim ou quand il a soif, crie. Quan un nen té gana o té set, crida. Quand il crie, sa mère arrive pour lui donner le sein. Quan crida, el nen arriba i la mare arriba i li dona el pit, per exemple. Et l'enfant sait que quand il crie, sa mère vient. Llavors el nen el que sap és que quan crida, la seva mare arriba. Donc le cri de besoin, de faim, devient demande d'amour. Per tant, aquest crit que demana una necessitat es converteix en una demanda d'amor. Et c'est à partir de là qu'il peut influencer son environnement. I això pot influenciar en el seu entorn. Et nous n'en sommes qu'au cri, c'est-à-dire au début du langage. I ara per ara només estem al nivell del crit, o sigui, a l'inici del llenguatge. Dès qu'un enfant commence à parler, il cherche à influencer son environnement. Donc il a une intention argumentative. De seguida que comença a parlar, un nen ja sap que té un poder, ja sap que té una decisió argumentativa. Només cridant ja sap que té aquest poder. Per tant, quan comença a parlar ja sap que té una influència en el seu entorn. Donc si le langage est d'essence argumentative, son intention progressivement va développer par le langage cette intentionnalité. Llavors, a través del llenguatge anirà desenvolupant aquesta intencionalitat de poder... Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est vrai qu'en travaillant sur la langue, on travaille sur la pensée. I el que m'he adonat és que treballant la llengua també estem treballant el pensament. Mais en travaillant sur la pensée, on travaille aussi sur le langage. I treballant el pensament també estem treballant el llenguatge. C'est pour ça qu'en faisant raisonner les enfants, en discutant, disons, entre eux, il faut un exercice de pensée, mais comme l'exercice de pensée ne se fait qu'à travers la langue, il développe finalement, disons, une maîtrise de la langue beaucoup plus importante. Per això, quan fem discussions amb els nens, estan desenvolupant també el seu pensament, però també el fet d'expressar-se, o sigui, la llengua. Donc il ne faut pas seulement dire on apprend à penser en apprenant à parler. O sigui, no hem de dir només aprenem a pensar, aprenem a parlar. Il faut dire aussi on apprend à penser en apprenant à parler. Podem dir també que aprenem a pensar mentre aprenem a parlar. C'est la raison pour laquelle on peut commencer à apprendre aux enfants à réfléchir
très, très jeunes. Sí, per això és interessant ensenyar als nens ja a reflexionar quan són petits. Alors évidemment, plus le langage va se développer, plus la pensée sera approfondie. Quan més desenvolupat estigui el llenguatge, més el pensament serà profund. Mais on n'a pas à attendre que le langage soit très, très développé ou très sophistiqué pour que de la pensée ait lieu. Però no hem d'esperar que el llenguatge sigui molt acurat i molt desenvolupat per crear pensament, perquè hi hagi raonament. Et c'est pour ça que l'apprentissage de la pensée est très important pour les élèves qui sont en difficulté scolaire. Je travaille beaucoup avec les enfants en difficulté scolaire. Per això els nens que tenen dificultats escolars és molt important treballar amb ells el fet d'exercitar el pensament. Parce que leur apprendre à penser, ça a un effet narcissisant, ça leur redonne de l'estime en eux-mêmes. Ensenyar-los a reflexionar té un efecte narcisista, els ensenya a tenir confiança en si mateixos. Mais encore faut-il les considérer comme des interlocuteurs qui sont valables. I a més els has de considerar com a interlocutors vàlids. C'est-à-dire comme capables de penser. Com que són gent capaç de pensar. Au fond, ce qui est essentiel, c'est de postuler l'éducabilité philosophique des enfants, même en difficulté. O sigui, el que ens hem de plantejar és l'educació filosòfica dels nens, fins i tot en aquells que estiguin amb dificultats escolars. Et donc le langage n'est pas un préalable à la pensée. Per tant, el llenguatge no és en previ al pensament. Par contre, on ne pense pas sans langage. Però no podem pensar sense llenguatge. Molt bé, moltes gràcies. Donem les gràcies al professor Totzi, la traductora. Ens han quedat segur moltes coses al tinter, les guardarem si de cas per aquesta segona vegada que hem quedat que faríem, en la segona part de la conferència. Si us sembla, doncs, passem a fora que hi ha l'esmorzar i després us passo la Glòria que vol dir una cosa. Sí, una cosa que m'he deixat abans de dir, no sé si alguns de vosaltres sou usuaris de Twitter, però hem creat una etiqueta, per si voleu piular, que és Grupiref 25 anys, 25 amb número. O sigui, els que no sou usuaris de Twitter, això deu ser xinès, però els que no, si voleu, doncs estem passant la conferència i piulant i dient algunes coses. Per tant, us convidem a fer-ho, doncs a esmorzar. Et là, je suis obligé de vous arrêter, que je traduise. Et puis même mon visage n'est pas expressif parce que je... Vous attendez ma réponse, oui. Mais c'est pour ça que je tenais à vous le dire hier avant.